Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Ça se passe chez vous. Cette semaine, on va parler d'habitation, des problèmes d'habitation dans Charlevoix, en recevant Mylène Armstrong et Philippe Carrier-Moisan. Ensuite, on s'en va en reportage Action-collation, donc comment on réinsère des gens dans le milieu du travail en offrant des collations délicieuses à nos jeunes enfants. Et on termine en recevant Étienne Berthold qui nous présente son livre « Émietter le temps ». Ça parle des petites franciscaines de Marie. Donc, installez-vous confortablement, votre petit café, votre tisane, votre chocolat chaud, car ça se passe chez vous. Alors, nous recevons une habituée, Mylène Armstrong, qui est conseillère en développement économique à la MRC. Bonjour. Et Philippe Carrier-Moisan, hey, je ne me suis pas trompée, mon Dieu, miracle, du DSI. Qu'est-ce que c'est le DSI exactement, Philippe? En fait, je travaille pour la MRC comme conseiller au développement social, puis en plus, je suis co-coordonnateur au DSI. Puis dans le fond, le DSI, c'est le développement social intégré de Charlevoix. Okay. Puis c'est un regroupement d'une cinquantaine de partenaires qui ont décidé ensemble de travailler sur des enjeux sociaux, puis de dire on travaille sur cibler, puis essayer de travailler, par exemple, au niveau de chantier. C'est merveilleux pour la cohésion hein, dans une région, vraiment. Parce que ça empêche la duplication ou des gens qui travaillent sur les mêmes choses, mais qui ne le savent pas. Donc, c'est un organisme qui a quelques années d'existence. Oui, ça fait presque 8 ans maintenant. 8 ans? Ah, ouais. Merveilleux. Aujourd'hui, vous venez nous parler du défi qu'on a dans nos régions, et comme bien ailleurs, de l'habitation. Oui. Je sais qu'il y a eu une espèce de conférence, consultation, lab créatif social. C'est tout ça, Mylène? Créatif, oui. Lab créatique. Alors, qu'est-ce qui est émergé de ça? Bien, en fait, il y a plein de belles choses qui ont émergé de ça. Puis dans le fond, le lab créatique, on a fait ça en partenariat avec le pôle de la capitale nationale en économie sociale, avec l'autre MRC aussi, puis avec le DSI. Dans le fond, on était plusieurs partenaires qui travaillaient sur cet événement-là. Puis il y en avait déjà eu un en 2022 dans Charlevoix. Puis c'était très intensif sur 4 jours. Puis l'idée, c'est de faire émerger des projets, puis de... c'est ça, c'est un laboratoire d'innovation sociale. Ça donne des orientations là, sur ce que les gens veulent travailler sur telle chose, même ça telle propulse ces projets-là. Puis là, l'idée, c'est de le faire, dans le fond, vu que l'habitation, c'est assez complexe. Fait que dans le fond, on a fait 2 événements. Fait qu'il y a un premier événement qui a eu lieu au mois de novembre. Puis cette journée-là, c'était un peu plus conférence. Donc, la journée était divisée en 2. Le matin, c'était plus panéliste, conférencier. Fait que l'idée, c'était d'une manière sensibilisée. Fait qu'il y a certains sujets comme l'itinérance qu'on a parlé, mais il y avait un côté inspirationnel aussi. Fait qu'on voulait voir qu'est-ce qui se fait ailleurs au Québec qui pourrait se faire dans Charlevoix. Donc, il y avait ça le matin. L'après-midi, il y a eu des super beaux ateliers pour aider certains projets qui sont en place déjà dans Charlevoix ou pour faciliter l'idéation aussi de projets. Ça a permis d'amener ça, dans le fond, à un deuxième événement qu'on a fait fin mars. C'était le 20 mars, si je me souviens bien. Tout chaud, tout chaud. Tout chaud, effectivement. Puis dans le fond, dans cette journée-là, mais là, c'était vraiment davantage ciblé. Donc, on a ciblé certains projets, certains porteurs qu'on voulait aider dans cette journée-là. Il y avait à peu près une dizaine de projets, donc certains qui étaient déjà en place, puis d'autres qui étaient plus en idéation. Puis dans le fond, dans cette journée-là, c'était beaucoup des ateliers qui permettaient de prendre chacun des projets un peu où ils en étaient dans leur développement pour pousser, puis les amener un peu plus loin. Donc, qu'est-ce qui est ressorti principalement au niveau de la problématique d'habitation? Quelles idées ou quels projets principaux il a émergé de ce lab créatif? Oui, dans le fond, dans la deuxième journée, il y avait une partie qui était bourse. Okay. Dans le fond, il y avait des ateliers qui étaient faits pour apprendre aux gens à faire un pitch, donc essayer de se vendre pour pouvoir vendre leur projet. Puis, il y a eu des bourses qui ont été attribuées, mais dans le fond, je pourrais vous donner les récits. Dis-nous ça nous intéresse. Donc, dans le fond, il y avait 3 bourses pour un total de 5 000 La première bourse, c'est la bourse Émergence, qui a été donnée, dans le fond, au projet qui avait un bon potentiel d'impact puis pour la communauté, la collectivité. Et c'est l'agrandissement des installations d'hébergement temporaire de Centrum Charlevoix.
OK. Ensuite de ça, il y a eu une bourse en innovation, dans le fond, fait que c'est le projet qui se démarquait par son originalité. Ça, c'est le projet de l'extraordinaire coopérative de solidarité. Puis ça, c'est un projet, je pense, Mylène, dans le fond, tu connais un peu plus ce projet-là, je pense. C'est un projet de coopérative d'habitation, de coopérative de solidarité qui vise à reprendre une auberge existante puis à transformer une partie des habitations, des chambres en habitation pour personnes retraitées et semi-retraitées. Oui, on a entendu parler un peu de ce projet-là. Et puis il y a eu, il y a un autre récipiendaire, puis ça, c'est super intéressant, ce projet-là, parce que, en fait, c'est la coopérative d'habitation Charlevoisine qui a gagné la bourse d'ancrage, mais ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils étaient présents lors du premier lab en 2022. Donc, eux, ils ont bénéficié, dans le fond, de l'effet des labs qu'on a eus dans Charlevoix. Donc, dans le fond, eux, c'est la création d'une coopérative d'habitation à Saint-Urbain. OK. Mylène. Oui. Si tu es ici, c'est parce que la MRC s'est intéressée à cette problématique d'habitation. Bien oui, parce que l'habitation, l'enjeu de l'accès au logement abordable, au logement adéquat, on le vit partout au Québec puis dans la MRC de Charlevoix depuis quelques années. Puis les MRC puis les municipalités ont reçu des pouvoirs supplémentaires pour pouvoir justement agir là-dessus. Donc la MRC a déclaré sa compétence en matière de logement social à l'automne dernier, donc en 2024. Ça permet d'agir, entre autres, avec la création de l'Office régional d'habitation, qui a été créé là, au début de l'année, en continuité avec l'Office d'habitation de la municipalité de Baie-Saint-Paul. Puis ça permet d'agir au niveau du logement social dans toutes les municipalités de la MRC de Charlevoix. Puis, à côté de ça, bien, nos entreprises, moi, je suis conseillère en développement économique, donc on le voit, les entreprises ont besoin de recruter des travailleurs. Parallèlement, ils n'ont pas d'endroit où se loger. Donc, c'était quand même important d'agir sur la mise en place de conditions qui vont faire en sorte qu'il y a des solutions qui vont se mettre en place pour l'habitation. C'est des choses qui se font à long terme. Donc, une des actions concrètes que la MRC a posées, c'est de dégager des fonds. Donc, à partir là, du fonds de développement qui nous provient des dividendes d'éoliennes. Donc, il y a des sommes qui ont été allouées, donc 1,2 million qui ont été allouées au développement de logements sociaux. Donc, chacune des municipalités a la possibilité d'aller chercher un certain montant, un 200 000 pour investir dans la contribution du milieu dans des projets de logement. Donc, on sait qu'il y a déjà Petite-Rivière-Saint-François qui a son projet d'habitation en Petite-Rivière, puis à Baie-Saint-Paul aussi, les habitations à la lumière. Puis, il y a d'autres municipalités qui réfléchissent à la façon dont ils vont pouvoir bénéficier de ce montant-là qui est rendu disponible et en même temps, bien, répondre aux enjeux de leur population puis sur leur territoire. Est-ce que ces montants d'argent-là peuvent s'appliquer dans la construction résidentielle neuve ou dans la reprise d'un bâtiment, puis changer de vocation? Ça va être vraiment pour du logement social, OK. Donc de l'habitation qui va être hors marché puis qui va permettre de créer un patrimoine immobilier qui appartient à la communauté. Donc vraiment, on n'est pas dans du logement privé, on est vraiment dans du logement collectif social. Ça peut prendre différentes formes, ça dépend vraiment des besoins des différentes municipalités. Dans le cas de Petite-Rivière puis de Baie-Saint-Paul, c'est des programmes qui ont des projets qui ont bénéficié de subventions de la Société d'habitation du Québec, puis qui sont liés à des critères d'admissibilité ou à des maximums là, de loyer. Donc, pour vraiment augmenter l'offre abordable en habitation. C'est ça, puis j'imagine que pour boucler tout leur financement, bien, ils ont déposé une partie de leur projet à la MRC pour avoir une partie de l'argent que vous avez décidé de disponibiliser. Oui, exactement. OK. Ouais. OK. Est-ce que, bon, quand on réalise qu'il y a des problématiques d'habitation, puis qu'on se mobilise, c'est pas dans quelques mois après que tout d'un coup, il se produit des choses. Il faut le planifier sur quelques années. Alors, cette mesure-là va s'appliquer sur combien de temps? Est-ce que vous voulez inciter le démarrage le plus tôt possible? Tu parlais de Petite-Rivière, de Baie-Saint-Paul. Est-ce qu'il y a d'autres municipalités là, qui voient l'opportunité de justement se doter sur leur territoire de prix abordables, parce que les logements, c'est le défi aussi, là.
Bien, le rôle qu'on a choisi de jouer, c'est un rôle facilitateur. Tu sais, moi, comme conseillère, bien, tous les projets qui sont en économie sociale, donc les projets de coopérative d'habitation ou d'OBNL d'habitation, je suis disponible pour les accompagner. C'est ce que je fais avec les projets là, de la coop Charlevoisine, puis d'autres projets là, qui sont moins connus, mais qui ont des intentions. Après ça, tout le côté de l'aménagement du territoire, bien, il y a le volet d'intégrer les orientations gouvernementales en matière d'habitation. Donc, dans le schéma d'aménagement, ça, c'est notre collègue Marilène Thibault qui travaille là-dessus. Donc, il y a des choses qui sont plus au niveau d'incitatif ou de règlement ou de cadre qui fait en sorte que des solutions d'habitation à tous les niveaux peuvent émerger. Puis, c'est là que de mettre en place un plan d'action au niveau de l'habitation par la MRC, ça fait en sorte qu'on agit avec l'ensemble des partenaires qui sont touchés puis qui ont un pouvoir d'agir sur l'habitation, puis qu'on met en place des conditions, puis on se rend disponible pour être un bon partenaire là-dedans. Puis, effectivement, les changements se font dans le long terme. Le privé fait partie aussi là, de la solution, le public. Chacun doit jouer son rôle, puis en mettant des conditions favorables, puis en se mobilisant tout le monde ensemble, je pense que c'est là que les choses peuvent bouger. En tout cas, c'est le pas qu'on peut faire, puis qu'on tente au mieux de faire. Oui. Vous êtes toujours des très bons accompagnateurs à la MRC. Quand vous vous impliquez, on sent votre volonté, tu sais, que les choses se concrétisent aussi. Est-ce qu'au DSI, il y a des prochaines étapes importantes qui s'en viennent? Avez-vous du compagnonnage que vous allez faire ou de l'accompagnement avec certaines entreprises quelconques pour l'habitation? Bien, nous autres, c'est sûr qu'on a notre volet beaucoup plus dans la concertation. Okay. Donc, c'est sûr que, dans le fond, moi, je suis porteur d'un des chantiers du DSI, qui est le chantier habitation. Donc, on s'est doté d'un plan d'action il y a environ 1 an avec les membres du chantier. Fait qu'on fait différentes actions là, qui sont quand même assez larges. Fait qu'on est moins dans l'accompagnement de projets précis. Une des actions, par exemple, c'est qu'on a un site qui est le logement Charlevoix là, qu'on héberge, puis on peut recevoir les demandes d'affichage pour des logements à louer. Fait que ça, c'est une façon aussi là, d'avoir un site là, protégé qui évite la fraude, tout ça. Oui, donc, oui, bien sûr. Parce que sur certains médias sociaux, là, ça peut être risqué. Donc, nous, on a cette plateforme-là qu'on s'occupe aussi. Puis dans les initiatives aussi qu'on accompagne, parce que c'est sûr que quand on pense à la crise du logement ou à l'hébergement, bien aussi, c'est sûr que nous autres, au DSI, notre mission, c'est beaucoup les personnes vulnérables. Donc, on est comme à un bout du spectre. Donc, on s'implique avec l'itinérance. Donc, dans le fond, il y a le CIUS qui porte un comité, dans le fond, qui est le comité en itinérance et instabilité résidentielle. Puis la MRC et le DSI, dans le fond, on est partenaire de cette concertation-là, de ce petit comité-là de travail qui a commencé il y a un peu plus d'1 an, là, en 2024. Donc, on essaie d'accompagner puis de travailler sur certaines solutions là, avec les gens du milieu. Je trouve ça merveilleux parce que je pense qu'en tant que société, il faut avoir la bienveillance de porter les voix des personnes qui, des fois, qui sont peu entendues ou qui sont laissées pour compte, parce que je pense que ça fait partie d'une dynamique. Surtout quand on vit dans une communauté, quand même, on est chanceux dans Charlevoix, puisqu'on se connaît, puis dès qu'on tend la main ou qu'on demande de l'aide, on peut avoir quelqu'un qui va nous référer. Puis je pense que ça prouve la belle diversité du tissu social, puis sa flexibilité, puis sa force aussi, qu'on puisse travailler ensemble. Je trouve ça super important. Merci Philippe, merci Mylène. Ça prouve que dans Charlevoix, on est capable de se serrer les coudes, puis d'avoir des mesures là, qui tiennent compte de tout le monde, bien entendu, avec les divers besoins. Hein? Puis si je peux me permettre, il y a le service d'aide à la recherche de logement qui est une nouveauté là, depuis 2024. Okay. C'est l'ORH qui prend les appels. Fait que s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui vivent des difficultés comme ça, bien, il y a un service qui est là pour référer des gens. C'est pas miraculeux, mais ça permet au moins d'avoir une porte d'entrée. Puis s'il y a des solutions possibles, d'aider les gens à trouver un logement. Puis ça fait en sorte là, qu'on est au courant des besoins, puis on est capable de continuer de travailler là, pour que la situation se résorbe au mieux. C'est ça. Parce que ça me fait drôle, ça me fait penser à mes cours de psycho, la pyramide de Maslow, tu sais, la sécurité, puis tout ça, ça fait partie de la base de la pyramide. Puis des fois, ça crève le cœur de voir qu'il y a des gens qui sont encore pris dans cette dynamique-là dans leur vie.
sais, de difficultés, de où tu vas dormir, tu vas avoir un toit, de la chaleur, tu vas te sentir en sécurité. Tu sais, c'est tellement important. On est à la base des besoins. Oui, c'est ça. Mais merci pour ce que vous faites. Merci infiniment. On s'en va en reportage. Collation spéciale, réinsertion sociale. En tout cas, vous allez voir que Mathieu va vous présenter quelque chose de très intéressant. Les services de main-d'œuvre L'Appui ont récemment lancé le projet Action Collation, qui vise à réinsérer des gens en emploi dans notre région. Des adultes de tous âges sont formés en cuisine afin de confectionner des collations qui sont ensuite distribuées dans plusieurs écoles de Charlevoix. Comme l'explique la chargée du projet, les buts ciblés par cette initiative sont multiples. C'est vraiment une idée à la base qu'on a développée. Là, moi, c'est une discussion avec Service Québec, on s'est dit on le fait. Fait qu'eux, on dit on va regarder si on peut le financer. Parce qu'à la base, il faut qu'ils financent. Notre but, c'est l'employabilité. C'est quoi les objectifs du projet, oui, justement? Bien, c'est d'être intégrés au niveau du marché du travail, mais qu'ils soient heureux aussi au niveau du marché du travail. Qu'il y ait vraiment une piqûre quelque part qui fait toute la différence. L'intervenante précise que le projet a été monté à partir de critères de sélection qui favorisent une démarche proactive. Bien, premièrement, ça prend 18 ans et plus. Ça, c'est la base. Mais après, la limite d'âge de l'autre côté, tant qu'ils ont de la volonté, il n'y en a pas. Donc, on commence à 18 ans. Puis après, bien, il ne faut pas qu'il y ait d'emploi au moment où ils s'inscrivent. Ça, c'est la base. Parce qu'écoute, s'ils travaillent à temps plein, ils ne lâcheront pas un job à temps plein pour venir sur un projet de 5-6 mois. Tu sais, le total, c'est une vingtaine de semaines. Là. Donc, puis c'est volontaire. On ne fait pas faire le chômage. Les heures sont chômées, mais ils n'auront pas le 700 heures pour faire le chômage. Donc, ils se doivent, s'ils veulent poursuivre, de trouver un emploi. Fait que, tu sais, c'est pas un... Après, tu vas aller, tu fais ton projet, puis tu t'assois, puis non, non. Après, si tu fais rien, t'as plus rien. Les participants obtiennent une formation certifiée suite à leur implication. Tu fais un projet, puis un projet, il faut que tu ailles chercher un maximum. Donc, ils ont été chercher une formation MAPAC en manipulation qui a été donnée, si on l'a financé. Service Québec le finance aussi, parce qu'on l'inclut dans les formations. Ils sont allés chercher un RCR, 8 heures. Qu'on a payé. Ensuite, en plus, on se dit, bien, il y en a qui ont des diplômes, mais pas beaucoup. Je pense que la plupart de ce qu'on a, ils ont peut-être un secondaire 5, pas sûr, ou entre deux. Fait que là, on se dit, qu'est-ce qu'on peut donner de plus pour qu'il y ait un certificat? Fait que là, on approche à Vise parce que dans d'autres projets, on le fait. Fait que on s'est dit, on va faire un semi-spécialisé qui s'ajoute au projet Collation, qui est le semi-spécialisé aide cuisinier. OK. Fait que ça, c'est reconnu par le ministère. Une enseignante accompagne ainsi le groupe tout au long du projet. Moi, je vais les superviser au niveau TA. Bien, au niveau stage, c'est Patrick qui est en charge, mais on a des évaluations à faire à tous les 125 heures qui ont fait de stage. On a des critères de sélection, d'évaluation qu'on va regarder. Patrick fait une première évaluation, le jeune fait une première évaluation et ensuite on s'assoit ensemble et on regarde l'évaluation. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on a amélioration? Qu'est-ce qu'on doit faire? Par la suite, il y a le côté théorique. Comme Nathalie disait tout à l'heure, on a un 75 heures théorique à faire. Madame Harrison précise que son mandat est d'aiguiller les participants dans leur développement professionnel. Le cours qu'on a choisi pour ce projet-là, c'est choix de métier. C'est d'aller chercher tes intérêts, tes forces, tes faiblesses et te préparer à des entrevues. Puis, éventuellement, peut-être aussi retourner sur le marché, pas sur le marché du travail, oui, marché du travail, mais aussi peut-être à l'école. Parce que le semi-spécialisé ici peut les amener à retourner faire un DEP. Des fois, on va faire l'analyse, nos conseillères en orientation vont faire une analyse du dossier et ils vont dire, ah, lui, au niveau académique, il a déjà son français, ses maths de 4, il peut y ouvrir des portes. Donc ça, c'est pour les jeunes, je pense que c'est un plus parce que le cours se donne dans un contexte à l'extérieur du centre. Parce que la plupart des jeunes qu'on a ici, c'est des jeunes qui ne voulaient pas retourner à l'école. Donc c'est une autre façon de voir l'école. Un participant indique que cette formation pourrait lui être très bénéfique. Je cherche juste à me trouver quelque chose de plus stable et à long terme
par l'entremise du projet ici. Ça fait une belle porte d'entrée après ça pour aller cogner aux portes et aller donner ton nom. Exactement. C'est comme, en fait, une bonne passe, comme on pourrait dire, un bon entre-deux là, pour inspecter ou, en tout cas, prospecter dans la région. Puis j'aime bien la région aussi, Charlevoix aussi. Il y a beaucoup de bons restaurants, il y a beaucoup de produits du terroir et tout ça. Puis c'est une belle région avec les montagnes, les côtés touristiques aussi, c'est intéressant. Deux autres participants soulignent le bel esprit de groupe qui s'est créé à travers cette aventure. Après 2 mois, là, on s'est déjà aînés. On se fait des blagues entre nous autres. Ben, ça peut quasiment devenir des amis. Là. Ben oui. L'important, c'est d'avoir une bonne relation. d'avoir une bonne relation à nous autres. Le projet porte un second volet qui vise à lutter contre l'insécurité alimentaire dans plusieurs écoles primaires de la région. Ils ont ciblé les écoles au départ, Petite-Rivière-Saint-François, Saint-Urbain et les Éboulements. Pourquoi? Parce que justement, il y a tout un contexte de oui. Je vous dirais qu'on est dans des parallèles. On a des gens qui sont très sans difficulté au niveau alimentaire, au niveau de la réalité. Puis en même temps, on a le pôle inverse où on a des gens qui sont capables et en mesure de payer des collations, presque payer le double. Mais dans les deux cas, aussi paradoxal que ça puisse paraître, j'ai des parents, moi, qui m'ont dit « Mes enfants, je leur mets full collation, ils les mangent pas. » Mais quand c'est une collation que vous servez, ils en mangent. Parce que là, il voit son ami en manger, fait que là, il en mange. Puis j'en ai d'autres qui n'ont rien, fait que ça lui fait quelque chose dans le ventre. Une enseignante de l'école Dominique Savio de Saint-Urbain estime que les élèves ont bien accueilli les collations qui leur étaient destinées. Oui, au début, c'est certain qu'ils trouvaient ça spécial parce que c'est des collations qui leur font goûter une variété de goûts ou de saveurs qu'ils ne vont pas nécessairement manger à la maison. Mais là, ils se sont habitués puis ils aiment ça, ils sont surpris, ils nous le demandent à chaque jour. Il y a même des collations qu'ils ont envie d'avoir à nouveau? Oui, certains non, d'autres oui, comme les graines de chia, un pudding de chia, il y a des élèves qui ont vraiment adoré. On a plusieurs variétés, on peut avoir des muffins, pas au navet, c'était au panais. Alors, il y a plusieurs goûts comme ça que les élèves, oui, ils ont hâte de regoûter, comme aujourd'hui, les boules d'énergie, là, ça, ils adorent. Madame Harrison mentionne ce qui l'a le plus touché dans ce projet. Ce que je vois, c'est l'estime de soi. C'est je fais quelque chose de bien pour des jeunes et je me prends en main pour mon avenir. J'ai vu des jeunes que ça faisait des années qu'ils n'avaient pas été au travail. Ils retournent sur le travail et ils sont fiers. Ils sont fiers d'avoir accompli. Moi, ma tâche puis mon objectif que j'ai toujours, c'est que la personne se réalise, qu'elle puisse avoir un côté positif qui ressort. Parce que souvent, c'est des jeunes qui n'ont pas eu la vie facile. Nathalie Tremblay se dit très reconnaissante du soutien financier des partenaires dans le projet. Mais moi, si j'ai pas les caisses des jardins qui me donnent le montant cette année, il n'y a pas de projet collation. Moi, c'est grâce à Desjardins, là, parce qu'on parle quand même de 33 000 en budget là, au niveau des collations, seulement en denrées. Là. Puis on s'entend, c'est 6 à 8 mois par année. Là. Fait que, tu sais, on est vraiment chanceux parce que si c'était non, on le faisait pas. La rémunération versée aux personnes en formation provient quant à elle d'un autre partenaire d'importance. On commence avec le principe de ça nous prend des subventions salariales pour payer salaire. Ça, Service Québec, c'est là qu'ils ont travaillé très fort. Puis moi, je lève vraiment mon chapeau parce que sans Service Québec, ce projet-là, il n'existe pas. Là. Parce qu'on ne pourrait pas payer là, chacun des jeunes, c'est impossible. Les services de main-d'œuvre l'appui sont présents dans Charlevoix depuis plus de 30 ans pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et des moins jeunes. Bonjour, nous recevons un homme particulier, Étienne Berthold, professeur à l'Université Laval en géographie et, je dirais, touché par le patrimoine religieux.
On peut dire ça. Puis c'est particulier pour un professeur de géographie de s'intéresser au patrimoine religieux. Comment c'est arrivé dans ton parcours, Étienne? Bien, bonjour Josette. Oui. Écoutez, on a en vue souvent une approche archaïque de la géographie. On nous enseigne des capitales puis des villes. Oui. C'est un peu ça, mais heureusement, c'est plus ça, la géographie. La géographie, c'est la connaissance de nos espaces. Tu sais, c'est quoi le sens des lieux? Puis moi, je m'intéresse depuis toujours au patrimoine. Quel est le sens qu'on donne aux objets qui nous viennent du passé, qui nous entourent, puis aussi aux héritages, aux pratiques immatérielles. Les communautés religieuses ont tellement été importantes, puis sont structurantes à une étape évidemment importante aussi de leur transition. On ne peut pas passer à côté en patrimoine. Ça m'a amené à travailler sur les petites franciscaines de Marie. Donc, ça fait déjà une quinzaine d'années que tu t'intéresses. Est-ce que tu t'intéresses à différentes communautés, particulièrement aux petites franciscaines? Oui, en fait, c'est ça. Au fond, moi, le patrimoine religieux, je l'ai travaillé, j'ai posé ce qu'on appelle une hypothèse, c'est-à-dire est-ce qu'on peut s'imaginer que le patrimoine religieux, puis le patrimoine des communautés religieuses est une pratique qui est toujours présente, vivante et agissante. Les communautés religieuses avaient des façons de soigner, d'encadrer, orienter sur la personne. Puis est-ce que ça pourrait être ça aussi du patrimoine? C'est ça que j'ai développé dans mes travaux, d'abord avec les communautés religieuses à Québec, donc les Sœurs de la Charité, les Sœurs du Bon Pasteur, d'autres congrégations à l'extérieur. Et ça m'a amené à travailler le patrimoine social, c'est ce que j'appelle le patrimoine social des petites franciscaines de Marie. Qu'est-ce qu'elles ont fait qui est toujours présent, vivant et agissant? C'est ce que je développe dans mon livre. Effectivement, ce merveilleux livre, Émietter le temps. Alors, comment tu as émietté ton temps pour présenter les différentes époques et, je dirais, les particularités de vocation que les religieuses ont voulu transmettre par l'éducation, en s'occupant des malades, avec la valeur humaine qui était présente au centre? Ouais, c'est ça. Je pense que vous l'avez bien dit. D'abord, les petites franciscaines de Marie, contrairement à d'autres congrégations, ont été historiquement, ils sont encore une congrégation. C'est une congrégation très généraliste. Donc, historiquement, on a fait évidemment des soins aux patients. C'est l'hôpital régional. On a fait de l'encadrement. On a fait de l'accueil des aînés. C'était l'essence même du projet de Fafard. On a fait de l'éducation. Puis on l'a fait, ça c'est assez particulier aux petites franciscaines de Marie, avec un vœu d'humilité. Un vœu d'humilité. Puis, dernière chose, puis c'est au cœur de leur patrimoine social, on l'a fait en voulant, plus souvent qu'autrement, et positivement, valoriser les personnes. On va valoriser l'effort. Puis ça, c'était l'essence d'une partie du travail fait à l'hôpital qu'on faisait à la ferme Saint-Ambroise. Ça peut être un petit effort, on va valoriser l'effort, puis le temps ne compte pas. Il y a une philosophie d'action qui est vraiment précieuse là-dedans, qui est toujours présente et agissante. J'aimerais que tu nous parles un peu de comment tu as décidé de découper dans le temps pour en venir à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on sait que tu as mis en place un beau projet qui est le potager avec une vision. Est-ce qu'encore aujourd'hui, ces valeurs-là des petites franciscaines peuvent être, on peut les sentir présentes et ils sont importantes dans le tissu social? Donc, comment tu as décidé de découper ton émietter le temps? Oui, alors j'ai émietté. Écoutez, on ne se départit pas de ces vieux travers. Je suis un historien de formation qui travaille en géographie. Donc, moi, je travaille l'histoire. C'est très facile à la base de d'émietter son temps de cette façon-là. C'est-à-dire, il y a tout ce qui est venu avant. Puis ce qui est venu avant, c'est deux choses. C'est les racines lointaines de l'œuvre, qui est justement l'Hospice Sainte-Anne, qui nous amène à l'hôpital. Puis dans ces racines, qui est pas loin, qui était finalement très, très orienté sur le projet du curé Fafard. Dans ce passé lointain, il y a, dès les années, le début du 20e siècle, quelques années à peine après la création de la congrégation, il y a vraiment cette volonté de recourir au travail des pensionnaires à l'hospice, éventuellement des patients, pour les valoriser, pour les amener à sortir de leur nid bien personnel dans lequel on se trouve tous, puis aller vers les autres. Puis, l'historien, par la suite, poursuit son cheminement. On arrive à une période qui est absolument cruciale, qui est la désinstitutionnalisation.
les années 1960. À ce moment-là, cette philosophie, cette façon de voir le travail chez les petites franciscaines de Marie, ça rapporte évidemment quelque chose qui est très chrétien, mais qui devient très institué au niveau social. Ben, donc, cette façon de voir le travail, elle prend vraiment de l'ampleur. Puis là, les petites franciscaines de Marie contribuent à la création d'organismes qui existent toujours aujourd'hui, puis qui vont travailler en partie autour de ces philosophies-là. Puis je pense notamment au plateau de travail, puis à ce que va devenir main-d'œuvre l'appui. Donc, il y a quelque chose qui est vivant, là. Puis ça nous amène au potager, qui est finalement l'idée de recréer une partie de la ferme Saint-Ambroise pour voir de quelle façon cette philosophie d'action, donc on se valorise puis on crée des liens sociaux par le travail, aujourd'hui, elle peut toujours être présente et agissante chez des organismes à vocation non lucrative. Dis-moi, Étienne, moi qui viens de Charlevoix et qui a bien sûr, tu comprends, trempé, parce que je vais dire vraiment ça, là, trempé dans je dirais, la particularité des petites franciscaines, puisque mes parents ont travaillé à l'hôpital. J'ai commencé à me promener dans l'immense bâtiment, j'avais 5 ans. Tu sais, pour beaucoup de gens, qu'est-ce qu'on va apprendre dans ton livre? Est-ce qu'on découvre des choses? Est-ce qu'on va se reconnaître aussi en tant qu'ayant participé avec les petites franciscaines à cette œuvre-là, je dirais, de remettre l'humain au cœur, vraiment au cœur des gestes qu'on pose? Ben, sans prétention, évidemment, parce que je n'ai pas la chance d'être un Charlevoisien ni un Bévillois, je pense qu'on dit de naissance, mais d'une certaine façon, oui, pour quelques raisons. C'est-à-dire qu'il y a derrière l'histoire des petites franciscaines de Marie, puis je dirais peut-être particulièrement, évidemment, dans Charlevoix, cette volonté de créer une espèce de grande famille. L'ancien maire de Baie-Saint-Paul, M. Fortin, me disait à un certain moment, ben nous... Dans ma parenté, tout le monde est passé par les petites franciscaines de Marie. Donc, il y a quelque chose d'important. Puis, là-dedans, ça, c'est sûr. Puis oui, effectivement, parfois, on est très immergé dans un milieu, on s'en rend moins compte, mais on va rarement trouver, puis peut-être à cause des caractéristiques du milieu, on va rarement trouver une congrégation qui a été en mesure de structurer, d'apporter autant de structure puis de contribution au milieu local. Elles l'ont fait par l'hydroélectricité il y a plus d'une centaine d'années, puis au moment où elles ont perdu leur hôpital à un certain moment par la force des choses, mais même à ce moment-là, l'idée, c'était de dire on va contribuer à ce que notre œuvre sociale se poursuive en créant des organisations qui auront une vocation similaire. Fait que j'aurais pas la prétention que tout le monde s'y reconnaisse, évidemment, directement, mais il y a quelque chose de très particulier de l'empreinte des petites franciscaines là, dans ce livre-là, à l'échelle de Baie-Saint-Paul et de Charlevoix. Dis-moi, j'imagine que pour réussir à mettre tout ça en place dans la ligne du temps, tu as dû sûrement avoir accès aux archives. Est-ce que Sœur Doris a participé? Est-ce que tu as eu des conversations avec elle? As-tu rencontré certaines religieuses aussi pour nourrir ta réflexion? Bon, oui, en ce qui concerne la recherche proprement dite, parce que ça fait quand même plusieurs années que je suis en discussion avec la congrégation, en ce qui concerne la recherche proprement dite, j'ai rencontré évidemment plusieurs religieuses que j'ai fait pour mes recherches ou de concert avec le parcours muséal de Maison-Mère. Écoutez, j'ai commencé à m'intéresser au patrimoine des petites franciscaines alors que c'était Sœur Françoise qui était au supériorat. Donc, j'ai toujours eu des discussions avec les religieuses à ce niveau-là. Puis, très rapidement, lorsque j'ai commencé mes travaux, mais j'insiste sur l'adverbe, on m'a permis l'accès aux archives. C'est pas toutes les congrégations qui ouvrent autant les archives, mais là, ça a été une base documentaire vraiment importante avec un coup de main qui restera toujours à saluer de la part du Centre régional d'archives, Christelle Rosaire et tous les autres collaborateurs. Alors, écoute, Étienne, j'invite les gens à se procurer ce livre. Où peut-on l'acheter? Les presses de l'Université Laval ont des points de vente un peu partout. Écoutez, là, à Baie-Saint-Paul même, il faudrait vérifier, mais c'est sûr que c'est possible. Mais j'invite aussi les gens à l'emprunter à la bibliothèque. Il est disponible. On a des programmes là-dessus qui facilitent beaucoup
comment dire, le prêt de ces ouvrages-là. Donc, c'est une chose qui peut être faite, mais chose certaine, cet ouvrage est disponible dans les points de vente, là, dans les points de vente de matières comme celle-ci. Alors, moi, je ne l'ai pas lu d'un couvert à l'autre parce que je l'ai eu très, très récemment, mais j'ai quand même pu le parcourir et j'avoue que j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, j'invite les gens à l'emprunter à la bibliothèque ou à se le procurer. C'est très intéressant d'en connaître davantage sur le patrimoine des petites franciscaines de Marie et de comprendre que cette vocation-là se perpétue aujourd'hui à Maison-Mère avec les nouveaux plateaux qui vont exister, le potager qui va prendre d'autres couleurs, mais qui va rester teinté profondément de l'humanisme des petites franciscaines de Marie. Merci, Étienne Berthold. Merci, Josette.